La 14, pour l'impasse des Amandons, c'est Madame Slissa. Pas pourquoi vous riez. Faut appuyer. Non, non. Bon, en fait, les 4 premières délibérations sont des dénominations de voies, dont évidemment la 14. Ces dénominations, c'est la poursuite des choses que nous avons fait au cours des conseils précédents. Alors la 14, c'est l'impasse des Amandons. Alors comme son nom l'indique, c'est dans le quartier des Amandiers, du parc des Amandiers. Et c'est la rue qui part à côté de l'école et qui fait le tour du stade. Et Madame Slissa insiste pour bien préciser qu'il n'y a aucune allusion graveleuse dans cette dénomination. Voilà. Nous sommes des Provençaux, mais quand même. Je vois que c'est toi qui insistes quand même, tu voilà. prends la responsabilité. Il faut bien un peu se détendre. Hein. Oui. C'est pas parce qu'on est en conseil municipal. Voilà. Alors, pour l'impasse des Amandons, des questions, des remarques? Non? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Pour les Romarins. Alors les Romarins, c'est dans l'ancien lotissement Romarin 1. Il y a une impasse qui n'avait pas de nom et donc elle sera impasse des Romarins. Donc c'est juste là-bas derrière. Alors, toute plaisanterie mise à part, toutes ces dénominations ont pour but de mieux préciser, je dirais, les habitations sur une commune qui est extrêmement étendue et très pavillonnaire et où parfois on a du mal à identifier les adresses. Alors déjà que le service public de la Poste, histoire de faire plaisir à M. Baroni, n'est pas terrible en ce moment, nous, de notre côté, nous essayons d'être au meilleur niveau possible et je remercie les services qui le font. Donc pour les Romarins, qui est pour? Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Même chose pour les Mimosas, à quel endroit? Ça, les Mimosas, c'est à côté c'est pour desservir le bas du lotissement des Jardins des Cadeneaux, oui. Qui sont sur la route de la Déroute un peu plus bas. Donc il y a la rue La Traverse Oliva, puis il y a un petit bout en bas. Donc le petit bout en bas, ça sera la passe des Mimosas. Il faut dire que effectivement, on doit dénommer les voies avec des numéros. C'est-à-dire qu'après, on se fait reprocher par la Poste, par exemple, qu'on ne trouve pas. Alors, les lotissements numéros, je ne sais pas quoi, ça leur va plus. Hein. Il faut surveiller ces adresses. C'est pour ça que nous faisons cet effort. Oui, il y en a beaucoup, bien. Parce que c'est pas fini. Il y en a qui se préparent pour la prochaine fois aussi. Tout un quartier. Donc pour les Mimosas, qui est pour le Mimosa. Le Mimosa, pardon. Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et enfin l'allée des Lauriers. Alors l'allée des Lauriers, elle part du chemin des Barnouins et elle rejoint ce qui s'appelle l'allée 10 vers comment ça s'appelle, le parcours santé, voilà. Donc ça sera l'allée des Lauriers. Très bien. Qui est pour, contre, abstention, adopté. Merci. La 18, pour une subvention à l'association des commerçants. Donc il s'agit de l'association que nous attribuons depuis plusieurs années en complément de celle de la CPA à l'association des commerçants des Pennes Mirabeau. Donc qui font un certain nombre d'animations que je ne vais pas détailler peut-être aujourd'hui, mais enfin je vous invite le 13 juin et la semaine qui précède à la semaine commerciale qui est faite dans le cadre de la fête du Far West qui sera le 13 juin. Donc voilà. Et la remarque, c'est que la subvention est exactement du montant de la subvention courante de l'année dernière. Hein. On n'a pas augmenté du tout. Puisque tu en es dans les invitations, j'en profite aussi pour inviter tous ceux qui veulent bien venir à la Biennale de la Petite Enfance, tous les 2 ans, comme son nom l'indique, le samedi 6 juin de 10h à 14h au Parc Giono. C'est une très belle manifestation autour de la petite enfance qui est portée à bout de bras par les services, par France 7, et vraiment, c'est très très bien ce qu'il fait. Je rappelle que nous sommes Ville Amie des Enfants, label décerné par l'UNICEF et que nous tenons particulièrement à ce label, le 6 juin. Donc, pour la subvention aux commerçants, oui. Ça concerne la subvention de fonctionnement de l'année 2015. Oui, bien sûr. C'est pas une subvention spécifique pour... Non. Pour la fête... Non. Ils ont voulu que ce soit comme ça, et donc c'est comme ça. Qui est pour,
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, 19, 20, 21, bien entendu, nous les voterons une par une, mais étant donné qu'il y a une cohérence entre le PLU, le SCOT et le PLH, PDU, PLH et SCOT, excusez-moi, vous posez les questions globalement, et puis Monique, éventuellement moi, nous vous y répondrons, et nous voterons une par une. Alors, donc, PDU, PLH, SCOT, quelques mots globalement. En fait, ce sont des documents de planification qui sont faits au niveau de la communauté du Pays d'Aix. Bon, celui qui est un peu le chapeau de tous, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui effectivement est décliné ensuite dans ce qui est PLH, plan local d'urbanisme, et PDU, plan de déplacement urbain. Alors, c'est des documents de planification dont certains ont été commencés il y a déjà longtemps à la communauté du Pays d'Aix, mais qui ont dû être repris cette année, ou tout au moins ajustés, par l'intégration de Gréasque et de Gardanne, puisqu'il faut que ça corresponde à l'ensemble du territoire. Donc ils sont donc prospectifs pour un certain nombre d'années, donc qui ont été mentionnés. Donc le PDU c'est pour 10 ans, le SCOT, comme c'est pas le même, il faut que le SCOT c'est une projection à horizon des 20 prochaines années. Et le PLH, ça c'est normé, on ne peut pas faire autrement, c'est 2015-2021, donc 6 ans. C'est pas incohérent, c'est en fait la loi qui nous le demande, qui demande de faire comme ça. Hein, voilà. Donc en fait, ils comportent différentes choses, chacun dans leur domaine, des objectifs et la déclinaison des objectifs sur le territoire. Parce qu'en fait, il y a eu un choix sur les objectifs qui sont mentionnés. Bon, là, sur le PDU, vous voyez, rendre les transports en commun plus performants, inciter à de nouvelles pratiques. D'autres choses auraient pu être choisies. C'est ce qui a été choisi pour le territoire. Donc, j'avais indiqué à la commission, mais aussi c'est indiqué sur les délibérations, ce sont des documents volumineux, enfin volumineux si on les prend en papier, et donc ils sont consultables sur le site de l'agglomération du Pays d'Aix. Pour ce qui est du SCOT et du PDU, ils vont passer en enquête publique. Ils ont été figés, parce que le mot arrêté, moi je l'aime pas trop, mais c'est le vrai mot. On les a plus développés après un vote du Conseil communautaire du 19 février dernier. Et ensuite, ils vont passer en enquête publique dans toutes les communes. Et les enquêtes publiques commencent le 15 juin. Donc ces documents, ainsi que la rencontre du commissaire enquêteur, seront... vous pouvez venir, ou faire venir des gens s'ils ont au service urbanisme. On leur laissera une grande salle parce qu'il y a beaucoup de papiers à consulter éventuellement. Ensuite, après l'enquête, le bilan de l'enquête sera tiré par les commissaires enquêteurs différents. Et le but est que ces documents soient non pas arrêtés, mais votés avec l'accord des communes. C'est pour ça l'accord et les remarques des communes qui peuvent être faites encore dans l'enquête publique. C'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui pour que notre commune donne son avis. Avant la fin du mois la fin 2016, puisque ce sera donc des documents produits par la CPA et donc transmis à l'éventuel, le moment venu, à l'autorité qui prendra ça en compte. Il faut qu'il soit fini. Le but est qu'il soit terminé, approuvé et disponible. Voilà, donc ces 3 documents, vous l'avez bien compris, sont des documents de planification imposés par la loi, extrêmement importants pour l'écriture de notre commune dans les 5, 10 et 20 années à venir. Des questions, des remarques? Oui, Nadia me fait remarquer que je me suis mal exprimée, c'est avant fin 2015. Enfin, avant, 1er janvier 2016 qu'il faut qu'il soit voté à LCPA. Oui, non, mais il n'y a pas de fin 2016. Je dirais quelques mots sur ce sujet, oui, bien sûr. Monsieur Fuzon. Pour ce qui concerne la 19, réduire la place de la voiture, beaucoup de Pénois n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Rendre les transports en commun plus performants. Vous êtes vice-président de la CPA depuis de très nombreuses années. Qu'avez-vous fait pour arrêter de faire tourner des bus de 50 places avec 1 ou 2 personnes à bord? Rien. Vous avez fait un programme d'action de 10 ans jusqu'en 2025 avec la CPA. Mais au 1er janvier 2016, la métropole pour laquelle vous avez milité, pour laquelle vous vous êtes battu, pour laquelle vous avez voté, entre en vigueur. Et le plan de déplacement urbain ne peut faire l'objet d'une délégation au Conseil de territoire. Autrement dit, cette délibération ne sert à rien puisqu'elle ne pourra jamais être appliquée.
Alors après, en ce qui concerne la numéro 20, écoutez, lorsque l'on voit logement social au Pen Mirabeau, on ne peut s'empêcher de penser à copinage ou clientélisme. Et j'en veux pour preuve, monsieur Reynaldo, ostéopathe de métier, élu de votre majorité, bénéficie d'un logement social au détriment de Pénois ou de leurs enfants qui attendent depuis des années. Et sinon, après, pour la numéro 20, dans le SCOT, sur la carte à assurer le maintien d'une agriculture diversifiée et multifonctionnelle, c'est la numéro 5. On remarque sur la carte numéro 5, l'absence de représentation de la zone UD4 du plan des Pennes qui aurait dû apparaître comme les autres zones UD de la carte représentant la commune des Pennes Mirabeau. Donc là, j'ai le plan du PLU. On constate sur cette même carte numéro 5 que figure un projet de secteur agricole à enjeu proposé pour la mise en place d'outils de protection foncier ZAP et PAEN, faisant l'objet d'une recommandation. À ce sujet, la commune a signé avec la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône une convention opérationnelle d'objectifs ayant fait l'objet d'une délibération le 19 juillet 2011. Donc il y avait 2 délibérations. Suivi de la commande de la part de la commune à la Chambre d'agriculture d'un document de diagnostic agricole, document qui a été présenté aux exploitants agricoles le 31 mai 2013 au cours d'une réunion où étaient présents les représentants du monde agricole local, des membres de la Chambre d'agriculture, des élus de la commune, ainsi que vous-même. Alors question, où en est ce projet ? Alors, je vais essayer de... Tu veux répondre à quelques points ? Oui, je vais répondre. Voilà, vous faites une confusion entre zone UD et zone agricole, puisque le zonage UD, par définition, ne correspond pas à la zone agricole, mais à la zone urbaine. Donc ça, c'est une méconnaissance des documents d'urbanisme, mais c'est pas grave. Effectivement, vous avez fait allusion à tout ce que nous avons fait avec la Chambre d'agriculture, avec la Convention et avec les agriculteurs. Sauf que, il s'avère que des agriculteurs à Plan des Pennes, mais pas seulement, il y en a de moins en moins, et pour être tout à fait clair, les agriculteurs du Plan des Pennes n'ont pas forcément envie de maintenir leur terrain en zone agricole, que les choses soient claires. Donc, par voie de conséquence, lors de cette dernière réunion, où le moins qu'on puisse dire, l'idée de faire un document contraignant en matière agricole n'était pas souhaitée par les agriculteurs et n'ayant pas forcément l'envie de faire le bonheur des gens contre leur propre gré. Aujourd'hui, il n'y a effectivement pas de projet communal en matière d'agriculture sur Plan des Pennes. Pour autant, le SCOT prévoit un certain nombre de points, d'ailleurs c'est dit dans la délibération, sur les franges agricoles périurbaines. Donc ça fera l'objet d'une réflexion à venir. D'ici là, je ne sais pas quelle sera la responsabilité des communes et des maires en particulier sur le plan des zonages et des zonages, notamment des zonages agricoles, mais je resterai sur la même position de ne pas imposer à des agriculteurs ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne peuvent pas. Parce que, vu la difficulté du métier, de plus en plus difficile, avec un certain nombre de contraintes, y compris nettement supra-communales, il est vrai que, pour bien les connaître, beaucoup d'enfants d'agriculteurs ne veulent pas continuer à faire le métier de leurs parents. Voilà concernant les zones agricoles. Pour la métropole, je pense que vous faites confusion, et je l'ai montré encore lors de la dernière loi NOTRe, mais ça vous amuse de le présenter comme ça. J'ai voté contre la loi NOTRe et contre la métropole. Je fais partie des maires qui s'y sont opposés, même si le combat a effectivement été perdu. Vous avez posé la question logement social que vous assimilez à du clientélisme. Eh bien, écoutez, cher monsieur, je parle même pas de la façon dont vous avez d'accrocher nommément les gens, qui est pour le moins vulgaire. Moi, j'aime pas ça, donc je vous réponds pas là-dessus. Mais pour ce qui est des attributions des logements sociaux, sachez qu'à terme,
à terme, les attributions vont être confisquées, il n'y a pas d'autre mot, par le préfet et par ses services, et où on verra si ça vous donne forcément satisfaction. Mais là, j'en appelle à l'ensemble des Pénois de savoir que désormais, les logements sociaux ne seront plus attribués par les maires, mais par les préfets, et que 90%, je dis bien 90% des logements sociaux auxquels j'ai participé en matière d'attribution ont été donnés à des Pénois selon des critères bien précis. Alors pour ce qui est de votre clientélisme, vous repasserez, et lorsque des logements sociaux seront attribués à des familles, allez, peut-être un petit peu difficiles, peut-être un peu turbulentes, et que on dira au maire, bah écoutez, monsieur le maire, c'est comme ça, eh bien on verra ce que vous en penserez. Alors si attribuer des logements sociaux selon des critères précis à des familles pénoises, vous appelez cela du clientélisme, c'est votre droit, mais de toute façon, on connaît vos méthodes. Voilà, je vous ai répondu. Alors, je vais mettre aux voix... Ah pardon, Madame Amaro. Non, Battini, excusez-moi l'assimilation. C'était pas méchant. Vous m'avez pas répondu sur la 19. Pardon. La métropole ? Non, les transports. Non. Les transports ? Alors, les transports. Oui, les transports. Parce que... Les transports, j'ai deux éléments de réponse à vous donner. Il y a actuellement, en matière de transport en commun, y compris dans le cadre de la fonction à laquelle vous avez fait allusion de vice-président de la communauté du Pays d'Aix, deux grands types de transports en commun qui sont sur le point de se réaliser. Un, c'est coup parti, l'autre, on attend la décision dans les semaines qui viennent. C'est le bus à haut niveau de service, BHNS, qui rejoindra dans une première phase de travaux Marignane, Vitrolles, Les Pennes-Mirabeau. C'est les travaux qui en ce moment occasionnent quelques dérangements du côté de la Renardière à hauteur de la Pourenque. Et au Pennes-Mirabeau, cela aboutira très exactement au square du Général de Gaulle, bref, à l'entrée du village. Et il y a une deuxième phase de transport en commun qui devrait se réaliser et dont on attend le 5 juin le deuxième comité de pilotage concernant le plan de campagne. C'est ce même bus à haut niveau de service qui rejoindrait le même square du Général de Gaulle et qui rejoindrait plan de campagne. Et si, comme je le souhaite, avec des financements d'État, je tiens à le préciser, et si, comme je le souhaite et comme nous le demandons depuis bien longtemps, quand je dis bien longtemps, c'est une trentaine d'années, le deuxième gros projet se réalise en matière de transport, il s'agit d'un pôle multimodal qui serait situé lui aussi sur plan de campagne, pour le situer précisément à peu près à hauteur d'Aqua City. Il y aurait effectivement une liaison entre la gare qui serait situé sur la voie ferrée Aix-Marseille via Gardanne, avec un arrêt donc au Pennes-Mirabeau à plan de campagne. Et le BHNS dont je viens de parler ferait un véritable maillage entre cette gare et entre ce que je viens d'évoquer. Alors pour quelqu'un qui n'a rien fait pour les transports, j'estime que ce n'est déjà pas si mal. Pour le point que vous évoquez, effectivement, il y a souvent des grands bus qui sont peu pris par les gens, sauf qu'aujourd'hui, l'attribution des marchés pour le choix des véhicules se fait en fonction de critères qui sont ceux qui sont, et il est bien regrettable que les gens les empruntent si peu. Voilà pour les transports. Mais comment vous allez faire? Parce que vous savez qu'avec la métropole, il n'y aura pas de délégation au Conseil des territoires au niveau des transports. Je n'ai pas compris votre question. Au niveau de la délégation au Conseil de territoire dans la métropole, il n'y aura pas de délégation. Eh bien, ça sera la métropole qui prendra directement les décisions. Donc comment vous allez faire? Je ne comprends pas votre question. Comment je vais faire? Je vais participer. Quand je dis je, ce n'est pas moi, Michel Amiel. La ville des Pennes-Mirabeau, comme les autres villes participants de la métropole, vont participer effectivement des réflexions de compétences métropolitaines, dont effectivement les transports. Mais vous savez, tout en ayant combattu ce projet de métropole, j'ai défendu un projet métropolitain sur le plan des transports, justement. Parce que la notion de transport en commun, c'est une dimension métropolitaine.
Aujourd'hui, si on a réussi le BHNS via le SMITEB, et nous avons aujourd'hui 2 élus du SMITEB, messieurs Pateau et messieurs Bussy, qui ont participé de cette réussite, c'est parce que effectivement, nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Et sur cette partie du territoire, je me suis battu pour que ce BHNS existe. Et existe au meilleur prix pour les Pénois. Je veux dire par là que le financement est un financement zéro pour la ville des Pennes-Mirabeau. Alors après, c'est les impôts, bien évidemment, qui le payent, mais c'est un financement zéro pour la ville des Pennes-Mirabeau, ce qui n'était pas prévu initialement. Donc comment je vais faire, comment nous allons faire, mais tout simplement en participant au sein des différentes instances, et en particulier du Conseil métropolitain et ou du Conseil des maires, de ce qui est nécessaire pour le développement des transports, tout simplement. Alors effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Regardez déjà les débats lorsque nous sommes 33 autour de cette table. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'il y a 36 maires autour d'une table pour la communauté du Pays d'Aix. Et là, ce sera plus de 90. Les débats, effectivement, seront difficiles. Les réunions seront fréquentes. Et la machine sera lourde à faire avancer. Mais voilà comment nous allons faire en participant de cette dynamique, comme je le fais depuis des années au Pays d'Aix. Il faut croire que ça a marché, puisque je pense que la gare de plan de campagne est quelque chose qui devrait être acquis, et je pense, et ça je suis sûr, que le BHNS devrait être en fonction, du moins dans sa première tranche, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, courant 2017. Voilà. Madame Battini, pardon. Alors moi, monsieur le maire, je voulais poser la question sur particulièrement le SCOT. Alors je suppose que cette délibération, toutes les communes faisant partie de la communauté du Pays d'Aix doivent prendre une décision de délibération dans chaque commune, c'est ça? Devrait, oui. Voter. Devrait. Donc tout le monde aujourd'hui a son PLU. Toutes les communes. Non. Alors, il y a des communes qui sont encore... oui, mais attendez, nous on a plutôt été bons élèves. Il y a effectivement des communes qui sont encore en plan d'occupation des sols, qui ne sont pas encore passés en PLU, j'en connais plusieurs. Et alors comment arriver à déterminer un SCOT, puisque bon, le SCOT c'est la mutualisation. Non, pas du tout. Excusez-moi, justement. Le SCOT n'est pas la somme des POS ou des PLU, c'est un document général qui s'impose aux POS et aux PLU. Et non pas l'inverse. Et là, par contre, la question est pertinente, parce que beaucoup de gens croient que, on va additionner le POS de Marseille, le POS d'Aix, le POS des Pennes-Mirabeau, de Gardanne, etc., et puis on va en sortir un PLU. Non. Le POS, c'est une vision, que je vais qualifier de plus macroscopique, plus générale, et les PLU sont des visions plus proches des territoires. Mais le PLU doit rentrer dans le cadre des directives du schéma de cohérence territoriale. D'ailleurs, le terme est bien adopté. Il faut qu'il y ait une cohérence territoriale de l'ensemble des PLU. Alors, c'est un document qui aurait dû exister depuis longtemps, qui avait pris beaucoup de retard au sein de la CPA pour un certain nombre de raisons. Et maintenant, les choses se font un petit peu à marche forcée, sous l'aiguillonnage de la grande réforme institutionnelle qui s'annonce, c'est-à-dire la métropole. On peut préciser quand même que malgré le calendrier donc, du SCOT qui vient derrière le PLU, notre PLU, vu qu'on a suivi les développements du SCOT, est en cohérence. On n'a pas de modification aujourd'hui à faire du PLU, le nôtre, que pour le mettre en cohérence avec le SCOT. On s'en est méfié tout le long du développement. Alors c'est une précision importante. S'il y avait au sein de notre PLU une incohérence majeure, on serait obligé de la rectifier. Alors pour être complet, les choses ont un petit peu changé. Si, comme nous le pensons, juridiquement, la métropole se met en place au 1er janvier 2016, c'est ce qui devrait se passer, pour autant seraient repoussés à fin 2017 les documents d'urbanisme concernant la commune, les communes. Nous sommes en PLU, ric-rac. Comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours essayé avec mon équipe de faire en sorte que ce qui est fait sur la commune ne soit plus ensuite touché par une vision métropolitaine forcément beaucoup plus lointaine, pour ne pas dire hégémonique.
Donc peut-être nous serons amenés à faire une révision du PLU de façon à apporter encore des améliorations pour laquelle la métropole ne pourrait pas revenir. Voilà. Alors, en fin 2017. Alors, avant fin 2017, mais vous comprenez bien que pour qu'il y ait une révision qui soit aboutie avant fin 2017, il faudrait que nous ayons lancé le processus d'ici la fin de l'année, au même 2015. Enfin, vous avez participé le coup d'avant à la révision du PLU, très activement d'ailleurs. Bon, il faut croire qu'il n'était pas si mauvais que ça, puisqu'il a été voté à l'unanimité, ce que je crois les Pénois reconnaissent dans une grande majorité des cas. Et effectivement, nous avons une vision beaucoup plus humaine, beaucoup moins éloignée de la réalité que ce que peut l'avoir la métropole, et c'est pour ça que nous voulons mettre les dernières touches à ces projets. Voilà. Oui, monsieur Baroni. Oui, moi j'ai deux, trois observations. D'abord, si le mauvais service rendu par la Poste ne m'inquiète qu'à moi, c'est pas grave du tout. Hein. Voilà, c'était une boutade. Non, mais c'est possible, mais allez, c'est pas grave. Vous avez raison, pardon. On a parlé de dénommer à la traverse Oliva le nom de l'impasse, là, pour la Poste. Eh bien, justement, la traverse Oliva, allez voir les gens, il y a des semaines entières où ils n'ont pas de facteur. Mais je referme la parenthèse. Si ça dérange que moi, c'est pas grave. Sur les délibérations dont on parle, on a des positions, on les défend, on les argumente. Rendre les transports en commun plus performants, oui. Et moi, je regrette, mais effectivement, ça fait des dizaines d'années que je dis que puisque c'est le SMITEP, on a affaire à des gens têtus. Et c'est vrai que c'est déplorable l'inutilité. Ces bus si grands et si vides. Mais depuis des années, je dis, et je le dis parce que des trucs remontent, pourquoi, mais pas des petites navettes, pourquoi? Voilà, ça je comprends pas pourquoi on attend peut-être le grand soir. Donc c'est vraiment, il faut bien quand même aussi se poser la question, pourquoi les gens ne le prennent pas? Parce que c'est incohérent, parce que c'est pas pratique pour les gens. Les gens qui habitent au Saint-Georges avaient l'habitude de prendre les navettes, depuis qu'on a changé autoritairement les choses, bon, ils la prennent moins ou presque plus, parce que pour aller de la Gavotte à Guerre plus loin, il faut qu'ils changent, ils traversent le commissariat, ils prennent notre navette un quart d'heure à pied, bon, il faut 1h30 en bus, quoi. Donc c'est vrai qu'en attendant le bus à haute qualité de service, le bus qui va rentrer, qui va s'arrêter devant le général de Gaulle, là, et qui après, bien sûr, d'ailleurs, ça a été dit, hein, c'est pour servir plan de campagne. Mais la question que je pose depuis longtemps, qu'est-ce qu'on attend pour ici, localement, combien de temps on va s'habituer, on va se faire avec des horaires à 18h30, à 19h. Quand on sort, il n'y a plus de bus, plus de navettes du tout. C'est quand même pauvre. Le dimanche, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'on attend quand ce bus à haute capacité va arriver? Ils iront où, les gens qui veulent aller au Cadonneau? À quelle heure? Qu'est-ce qu'on attend pour améliorer cette offre de service aujourd'hui pour préparer pour demain? Ça, je veux le préciser. La gare à plan de campagne, ça fait plus de 40 ans qu'on y est effectivement dessus. Si toutes les forces s'ajoutent, et si bien sûr elle se fait, tant mieux. Si c'est pas aussi long que d'avoir fait la voie de desserte à plan de campagne, tant mieux. Mais je crois qu'il faut quand même considérer qu'il y a des choses qu'on répète depuis de multiples années, et pour lesquelles, quand on est d'accord, on le dit, et quand ça stagne un peu, on le dit aussi. Pour les logements sociaux, moi effectivement, je réagis à l'article qu'a fait le Front National là, dernièrement. C'est difficile pour eux, bien sûr, je comprends. C'est difficile de devoir faire semblant de défendre les travailleurs et puis en même temps de ne pas vouloir les loger et de ne pas vouloir des logements sociaux. C'est compliqué, mais c'est leur affaire. Après, je ne sais pas moi comment ça se passe en Chine, en Thaïlande, compagnie. J'en sais rien du tout. Hein. Mais quand on voit comment on traite le front de gauche, et y compris d'ailleurs comme on associe la majorité, bon, c'est calamiteux. Sur le logement social, et j'en termine vraiment, et il y a des années aussi que mon groupe répétait depuis des années qu'on était vraiment en retard au Père Mirabeau sur le logement social. Un effort est fait, bien sûr, qu'on ne peut qu'applaudir. Et si effectivement il y avait plus de logements sociaux attribués de façon correcte, jusqu'à maintenant, de façon correcte, s'il y en avait davantage, c'est sûr qu'on s'attacherait moins à viser un tel qui habite là et qui aurait peut-être plus le droit ou pas le droit. Sur la façon, effectivement, moi je condamne aussi de dire monsieur tel, c'est intolérable et imbuvable. Je profite de là pour le dire, parce qu'il n'y ait pas d'équivoque, pas d'ambiguïté. Des logements sociaux, oui, parce que les enfants des peines, les salariés, il faut pouvoir les loger. Voilà, après je ne développe pas beaucoup, mais je voulais un petit peu préciser ces choses-là. Merci. Bon, je pense que ça relève plus de remarques que de véritables questions, dont acte. En matière de logements sociaux, je le répète, confisquer, il n'y a pas d'autre mot, l'attribution
l'attribution, enfin la participation de l'attribution des logements sociaux aux maires risque de ne vraiment pas encourager les maires à continuer à faire du logement social sur leur commune. À propos, Monsieur Fuzon, vous payez toujours vos impôts sur les peines Mirabeau? Ben tiens, on va essayer de le vérifier. Puisque vous avez l'habitude d'accrocher les gens, on va essayer de le vérifier. Parce que je pense que 90% des gens, 100% des gens qui sont là autour de cette table, habitants ou pas habitants, mais payent leurs impôts aux peines Mirabeau, vous, j'en suis un peu moins sûr. Or, c'est quand même la règle pour être élu. On va le vérifier. Tiens, je ne voulais pas dire ça, mais la façon minable dont vous avez accroché une personne, eh bien, je fais la même chose avec vous. On va vérifier que vous payez bien vos impôts sur les peines. Quand on fait de la politique, on est exposé. Donc, Eh ben voilà, je vous expose, voilà. Cher monsieur. Mais pas méchamment. Je veux simplement vérifier que vous payez vos impôts sur les peines Mirabeau. C'est pas scabreux. Normalement, pour être élu sur une ville, il faut payer ses impôts aux peines Mirabeau. C'est pas le fait d'y habiter ou pas d'y habiter, c'est de participer d'une certaine façon d'être. Je veux dire, vous habitez Aix, c'est votre droit le plus strict, mais est-ce que vous payez des impôts sur les peines Mirabeau? Si vous permettez, on va le vérifier, vous savez que c'est assez facile à faire. Et je ne manquerai pas de tenir le conseil municipal au courant. Bien, alors, nous passons... Rien de méchant à ça. Hein. Nous avons la 19 à voter, le PDU, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 20, le PLH, qui est pour, qui est contre... Qui s'abstient? 3 abstentions? Vous vous abstenez seulement? D'accord. Le SCOT, schéma de cohérence territoriale, à 21, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. On l'a voté. Ah oui, merci. Une petite précision. Lorsque j'ai fait voter la 18, l'association des commerçants des peines Mirabeau, j'ai oublié que M. Leonetti faisait partie des commerçants de peines Mirabeau et donc il ne participe pas au vote. Merci de le... Merci de le noter.